Chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue à Diversité Plus. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur cette plateforme qui est ouverte à tout le monde. Cette plateforme nous donne la possibilité d'écouter des histoires d'intégration, des histoires de vie, des partages d'expériences, des partages d'entrepreneuriat. Alors, je suis toujours ravie d'être là pour que vous puissiez bénéficier justement des expériences des autres dans notre vie, dans votre vie de tous les jours. Et pourquoi pas nous partager vous aussi vos expériences qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir et la chance de recevoir Joseph Metikwiza qui va lui à son tour s'ouvrir à nous pour nous introduire dans son intimité, nous introduire dans son parcours de vie qui va être enrichissant pour nous tous. Bonjour Joseph. Bonjour Mévi. Alors Joseph, c'est un plaisir pour nous de t'avoir justement avec nous sur ce plateau. Et pour commencer, dis-nous un tout petit peu, quand est-ce que tu es arrivé au Canada? Je suis arrivé en été 2008, au mois de juillet plus précisément. Ah, tu as été chanceux parce que tu es arrivé en été. Il n'y avait pas de froid, nous étions justement dans un moment ensoleillé. Mais est-ce que tu as été confronté par la suite aux problèmes climatiques? Oui, bien évidemment. Comment tu as vécu le premier hiver? C'était pas facile parce qu'il fallait se couvrir dans un premier temps et je dis. Et s'équiper. Il fallait s'équiper justement, mais la situation qui était la plus dure, c'était de s'habituer à regarder la météo parce que les températures changent du jour au lendemain. Parfois la même journée, ça change. Parfois la même journée. On peut penser qu'on peut regarder qu'il fait autant, on sort en fonction de ça et puis du coup le soir ça descend. Et comment tu as vécu ce moment-là? Comment tu as vécu ce changement? C'était quand même assez frustrant, c'était quand même très frustrant. Et parce que vous savez, surtout très précisément, lorsqu'on vient de l'intérieur de la maison, dans un environnement chaleureux. On aborde l'extérieur, le premier contact, on a l'impression qu'il fait beau, mais on remarque qu'à force de traîner, on sent qu'il fait réellement froid. Et finalement, j'avais pris la décision carrément de sortir, peu importe la température, pendant l'hiver, d'être le plus équipé. Mieux vaut être le plus équipé. Que de ne pas, parce qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades quand ils arrivent et quand ils ne sont pas justement préparés à ce changement climatique et puis ils ne sont pas équipés, ils tombent malades. Je pense que ça n'a pas été le cas pour toi. Comme tu as déjà pris des mesures pour te présentement, protéger. non. Avant, oui. Comme tout autre individu, on était grippé, un peu de fièvre, la toux à gauche à droite, ça n'a pas été facile. Mais je préférais beaucoup, comment je veux dire, me couvrir beaucoup plus, ou encore me couvrir en excès, parce que tu as la possibilité d'enlever. D'enlever par la suite, surtout quand tu es en dehors de la maison. Oui, effectivement. Que de manquer. Ok. Et si nous nous référons à l'année à laquelle tu es arrivé, c'était 2008. 2008. Quel a été ton premier défi majeur, on peut le dire comme ça? Le défi majeur, c'était d'apprendre à connaître le monde, parce que je ne connaissais pas grand monde. Ce que je me suis décidé de faire, c'était d'aller à l'école, de reprendre. Cette fois-là, c'était une situation exceptionnelle parce que je n'avais pas de papier et malgré ça... Tu es arrivé comme réfugié? Ouais, je suis arrivé comme réfugié, je manquais de papier et il fallait retourner à l'école. Je ne pouvais pas continuer mon cycle normal. Donc ça veut dire affronter les études supérieures. Donc tu avais vraiment envie d'aller étudier? J'avais envie d'aller étudier pour une façon pour moi de m'intégrer. Parce que j'étais quand même conscient que c'était un bon moyen. Mais j'ai décidé en ce moment-là de reprendre l'école secondaire. L'école secondaire? La dernière année de l'école secondaire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas quelque chose de facile. Je voulais pas freiner en fait cet élan parce que lorsque j'ai quitté le pays, j'avais arrêté, j'avais coupé les études. Donc dans le désir de continuer avec cet élan, je me suis dit bon, même si c'était un retour pour moi, je l'acceptais en tant que tel. Donc tu régressais vraiment? Oui, je régressais pas beaucoup. C'était quand même la dernière année parce qu'au pays, je venais à peine de commencer l'université. Donc ici, je confrontais. C'était comme un retour d'une année ou 2 ans que j'ai accepté.
Et là, les objectifs, c'était vraiment connaître le monde, savoir comment fonctionne le système éducatif, se faire des amis, des camarades, québécois, noirs, peu importe. Et beaucoup plus aussi dans le but de s'intégrer, comme vous le dites. Et comment tu as vécu ce temps où tu devais t'asseoir sous le banc de l'école en dernière année secondaire? Ouais, c'était pas facile, hein. J'étais au milieu des plus jeunes que moi, en tout cas la plupart. Ouais. Et la mentalité, quelquefois, ça diffère. En quoi, par exemple? Ils ont une façon de faire, une façon de parler entre eux. Plus précisément aussi la relation qu'ils avaient avec le professeur. C'était tellement amical, mais au point où ça laissait place justement à, je dirais, soit de l'impolitesse, du débordement. J'étais frustré, sincèrement. Pourquoi ça se manifestait, par exemple? J'étais frustré de voir à certaines séances quelques étudiants qui se permettaient de crier, de parler avec des tons exagérés au professeur. Donc ça me donnait envie de me lever et intervenir dans ce sens-là. J'espère que vous ne l'avez pas fait. Non, je ne l'ai pas fait, en tout cas, c'était pas la bonne chose à faire. Ok. Waouh. Donc là, on est en 2008. C'est vraiment cette année que tu arrives et puis tu essaies de t'orienter et puis tu te décides de reprendre l'école, la dernière année de l'école secondaire. Et puis ensuite, tu as pu obtenir quand même, est-ce que tu as pu obtenir ton diplôme secondaire 5? Oui, bien évidemment. Ça s'appelle comment encore? Le diplôme d'études secondaires. Ah, diplôme d'études. DES. DES, diplôme d'études secondaires. Ok. Oui. Et par la suite, enfin, je vais dire cette période-là, comment les défis auxquels tu as été confronté, c'est vraiment de t'intégrer, c'est de t'adapter, de te faire des amis. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? La leçon pour moi, c'est question d'avoir la patience, question d'accepter quelquefois dans la vie les situations telles qu'elles se présentent par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Dans mon cas, c'était pas facile. Je voulais fréquenter le banc de l'école, mais la difficulté, c'est que je ne pouvais pas le faire à ma manière comme je le voulais. Il fallait que je passe par quelque part. Et par un système qui est déjà établi. Qui est déjà établi. Et on parle de régression, parce que c'était quand même une régression pour moi au niveau scolaire, mais je l'ai accepté. Donc c'est question d'avoir l'humilité, question de se rabaisser, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Je pense que dans ce sens-là, ça s'applique. Donc aujourd'hui, tu peux conseiller aussi à d'autres personnes comme toi qui n'ont pas justement ce courage-là de se regarder, de se dire non, c'est mieux que je reprenne sur une base peut-être inférieure pour que je puisse remonter. Oui. C'est absolument le conseil que je donnerais. Ça prend beaucoup de patience aussi. Et ce n'est pas si compliqué, c'est question de l'accepter et puis d'y aller. Et nous sommes partis de là. Là, on est de fin 2008, je suppose. Tu as eu ton bac. On dira été 2009. Hein. Été 2009, oui, c'est vrai, c'est quand même toute une année. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Par la suite, j'ai appliqué, comme tout le monde, au cégep. J'étais très conscient que j'avais toujours pas obtenu mes papiers. Okay. Donc j'étais très conscient que j'allais être refusé, mais je me suis quand même tenté. De contourner le système. Pas contourner le système, mais juste de m'essayer. Une question de me donner l'expérience aussi dans ça. Parce que j'aime bien essayer, faire des tests à gauche, de prendre des risques. De prendre, quand même, de prendre aussi des risques. Et donc j'ai fait une demande au cégep, j'ai été accepté. Malheureusement, on me considérait comme étant étudiant étranger avec des frais exorbitants. Dans le cégep, c'était pour des études universitaires? Oui, les études supérieures. Supérieures. Ouais, parce que la gratuité est offerte à l'école depuis maternelle, primaire, secondaire. Jusqu'en secondaire. C'est pour ça justement que tu en as profité pour faire ton secondaire 5. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Okay. Et comme j'ai dit, j'étais accepté, mais je ne pouvais pas prendre en charge ces frais-là. Puisque tu n'avais pas encore ta résidence. Je n'avais pas ma résidence. Okay. Je n'avais pas non plus les moyens. Les moyens de te payer. Parce que là, tu devais payer comme étudiant étranger. Comme étudiant étranger. Okay. On parlait de 6 000, 7 000, 10 000 par session. Par session, alors qu'on en a 4 par année? Ouais. 4 à 6, dépendamment du programme dans lequel tu embarques. Okay. Et donc là, c'était bloqué, tu n'as pas pu commencer les études supérieures. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ce qui est arrivé, là, en tout cas, une des meilleures choses à faire, c'était
d'aller emboîter le pas dans le marché de l'emploi. Quand tu dis emboîter le pas, c'est posé, c'est le chemin tracé, c'est le chemin C'était plus ou moins obligatoire parce tracé que... pour tous les immigrants? Oui, parce que le système est fait comme ça. Je n'avais pas de parents, je n'avais pas de famille. Bon, il fallait se loger, il fallait se nourrir. Entre parenthèses, comment tu vivais ce moment-là où tu étais seul, sans famille, sans parents, sans amis aussi, hein? Ouais, c'était très difficile pour moi, mais j'ai quand même réussi à m'adapter très vite parce que c'était pas la première fois qu'une situation m'arrive, juste pour faire un retour. Le terme en anglais m'échappait, disons. Donc, c'est que au pays, en 6e année secondaire, lorsqu'on prépare les examens d'État, j'ai quand même vécu l'expérience d'être loin de ma famille, de s'éloigner pendant 42 jours. On parle de 6 semaines exactement. C'est quelque chose qui a quand même forgé mon esprit. Quelque part, tout ce que nous vivons comme expérience nous prépare à ce que nous allons vivre dans l'avenir. Absolument, ce n'est pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger. Quelquefois, on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'on perd son temps, mais on réalise après que ça a été quelque chose d'utile. Utile, oui. Donc, tu es arrivé, tu étais seul, sans famille, sans amis, sans parents. Il fallait te lancer dans la vie. Et donc, tu vas essayer d'étudier. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas de papier et parce que tu n'as pas d'argent non plus pour payer comme étudiant étranger. Et du coup, tu vas travailler. Oui, mais il faut préciser que l'école m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré du monde. Je me suis fait des collègues. Quand tu as fait le secondaire 5 ici. Oui. Ok. Dans un premier temps, c'était juste pas difficile. Donc, arrivé au moment où je me suis décidé d'aller travailler, ça n'a pas été facile, mais avant tout, il y a quand même moyen de préciser que j'avais quand même bénéficié d'un programme gouvernemental à l'école, un programme qui aide les étudiants à entrer dans le marché de l'emploi. Ils sont conscients quand même que... C'est quel programme? C'est un programme qui appartient... Je ne me rappelle pas vraiment du nom, mais c'est un programme qui appartient au gouvernement du Québec. Ok. Mais à ce que je sache, tous les 3 paliers du gouvernement étaient quand même impliqués. Donc on parle du fédéral, provincial et fédéral. Dans mon cas, municipal. Municipal, oui. Dans mon cas, j'étais plus orienté vers le provincial. Ok. Et comment ça se passe? Tu te présentes à l'emploi Québec? Non, même pas. Donc, c'est plus facile quand on est étudiant. Hein. On vient nous chercher. On vient vous chercher à partir de l'école, on vous conseille. Le conseiller vient, c'était une séance d'information. Voilà comment ça fonctionne. Ceux qui désirent appliquer, voilà ce qu'il faut faire. J'ai appliqué. Le processus d'embauche était, disons, facile. Ok, donc pendant ce temps, tu as fait une expérience de travail. Ouais, juste après avoir fini, après avoir obtenu mon diplôme. Ton diplôme de secondaire. On parle de l'été 2009, de juin jusqu'en fin août. Okay. On a travaillé, c'était au gouvernement, c'était au centre d'expertise, si je me rappelle, en analyse environnementale. Donc c'était payant? Du Québec, oui, c'était payant. Wow, ok. J'ai pas eu à faire du bénévolat. Donc ça m'a aidé parce que c'est... Ça t'a permis de mettre un peu de sous. C'était excitant, mon premier chèque de paye. Waouh. C'est très bien ça. Donc tu avais quand même eu une petite expérience de travail. Une expérience de travail. Donc sur base de ça, tu es parti chercher je suis allé chercher. Parce que là, c'était un contrat. Et ça finissait en août, il fallait continuer. Et ça m'a aidé à obtenir un deuxième emploi. Ok. C'était pas facile toujours parce que c'est une expérience qui, comment je dirais, qui ne collait pas avec le domaine dans lequel j'allais travailler, mais on le considérait quand même comme expérience. Et ça m'a aidé. Donc là, on est en 2009. 2009, août, septembre. Ouais, on dira à partir de septembre. Septembre 2009. Donc là, tu es resté au centre d'appel jusqu'en 2014? Ouais, jusqu'en 2014. 2014, c'est quand même long comme expérience. Ouais. Et quels ont été les défis au cours de cette période de travail? Bon, c'est sûr que quand on parle de communication, on dit centre d'appel égale communication, il faut être en contact avec le client. Il y a le défi au niveau de la langue. Dans mon cas, c'était beaucoup plus l'anglais. Je n'étais pas bilingue. Tout en étant dans un pays francophone? C'est une bonne question, mais justement, j'étais surpris parce que
je pensais que c'était facile. C'était facile d'obtenir un emploi. Mais parce que tu parlais français. Parce que je parlais français. J'étais dans le Québec. Je connaissais plus ou moins la réglementation. On parle des lois de base, en tout cas, qui régissent la province au niveau de la langue. Mais la réalité était contraire, tout à fait contraire. Lorsque j'arrive sur le terrain, on se rend compte que il faut parler anglais. Dans un premier temps, ça marchait, on parlait français, j'étais embauché en tant que francophone, mais par après, on parle de début 2010, pendant l'hiver, il y a eu des coupures. Le volume d'appels commençait à baisser énormément pour les appels francophones. Donc, il fallait garder les anglophones ou les bilingues. On ne mettait pas à la porte, mais en tout cas, on te mettait à la porte pour la journée, on te payait pour 3 heures. Et c'était pas facile. J'ai remarqué que ça avait un impact énorme, un impact financier énorme dans ma vie. Mais c'est ça, parce que tu parles de 10 heures de travail. Donc, c'est 8 heures de travail à 3 heures de travail. Ça, c'est quelque chose énorme. Et j'avais pas le choix que de m'améliorer. En tout cas, c'était une décision que j'ai prise. Un gros défi, hein? Très gros défi. Je suis conscient que c'est la grandeur du défi fait en sorte que c'est pas tout le monde qui accepte de l'embrasser comme ça. Mais bon, j'avais des objectifs, il faut se le dire. Je suis allé faire des cours d'anglais. J'ai eu la chance parce que... Et c'était en parallèle, pendant que tu travaillais? Pendant que je travaillais. C'était un gros défi aussi parce qu'au moment où je me suis inscrit, ça a diminué mes heures de travail. Il faut dire que les appels, le volume d'appels était redevenu normal, donc on pouvait travailler plus d'heures encore. Mais je coupais, je faisais comme la moitié de ma journée et puis au lieu de 8 heures, on parle de 6 heures, 7 heures maximum en tout cas. Je gagnais peu. Mais j'allais chercher quelque chose qui t'aurait permis justement pour assurer ton avenir. Effectivement, de gagner beaucoup. C'est question de sacrifice. Je l'ai accepté, mais c'était un court programme. Un court programme d'anglais. Un court programme d'anglais. Et donc là, ça a été un défi que tu as relevé. Oui. Quel conseil tu vas donner à ceux qui te suivent aujourd'hui par rapport à cela? Sincèrement, je dirais qu'il faut avoir l'esprit de sacrifice à nos jeunes, en tout cas, qui me suivent aujourd'hui. Accepter de se sacrifier, reculer pour mieux sauter, comme je l'ai dit au début. Et... Tu as reculé 2 fois, jusque-là. Oui. Tu as reculé, Jusque-là, c'est la 2e fois. Je ne sais pas s'il y aura une 3e fois. Tu es allé faire des études, tu t'es rabaissé pour des études alors que tu avais déjà un niveau requis, mais ça t'a permis de faire une grosse expérience et puis de t'ouvrir, de t'intégrer. Et le 2e gros défi, c'est au niveau de l'emploi, tu es allé te sacrifier pour maîtriser l'anglais. Oui, effectivement. J'allais sacrifier ma paye, à la moitié de ma paye. Et donc, le conseil que je donnerais, ça serait la patience encore, ça revient. Parce qu'il faut attendre. Ça prend, dépendamment du temps que ça peut prendre, dans mon cas, ça m'a pris autour de 1 mois et demi à peu près. Donc, il fallait être patient pour accepter de recevoir 3 payes qui représentaient la moitié de ce que tu reçois en temps normal. Et aussi le sacrifice, mais il y a la volonté, le fait d'accepter d'emboîter ce pas. Ça, c'est le conseil. Et à la base, on sait que nous tous, on est capables. C'est juste question d'accepter et de se donner les moyens pour... Se donner les moyens pour ça. Merci beaucoup. Et donc là, est-ce que tu avais un autre défi par rapport... dans cette période-là, tu as eu le défi de la langue, est-ce que tu as été confronté au problème de discrimination, par exemple? Dans mon cas, par exemple, je ne sais pas si je suis chanceux ou gracieux, mais je n'ai pas eu vraiment ce problème-là. Si on parle d'un milieu de centre d'appel rempli d'objectifs, c'était question que tu accomplis la tâche qu'on te demande et puis on ne vient pas crier derrière toi. Tant que tu accomplis ton défi, tu accomplis ton travail, c'est correct. On parle d'assiduité, soit présent, soit à l'heure. Réalise tes objectifs et puis on passe. Donc il faut se faire de l'argent. On essaie de, ça c'est une réalité. Ils se font de l'argent, je veux dire l'entreprise se fait de l'argent. Derrière vous, ils vous font travailler comme des malades, mais des propos discriminatoires, des réalités dans ce sens-là, je n'ai pas eu à vivre ça dans mon cas. Ok. Dans les défis aussi.
Les défis aussi, c'est justement de respecter les règles du jeu quand on est sur le terrain, d'être ponctuel, de bien faire son travail, de rester compétent. Effectivement. Et puis Parce qu'on peut faire d'atteindre les objectifs qu'on nous demande. Vous le dites parfaitement. On peut même faire le lien avec le climat. On sait que bon, pendant l'hiver, les nuits sont très longues, les journées sont courtes. Je me rappelle, j'avais une formation, ça commençait à 7 h du matin. Il fallait se lever tôt. On sait qu'à 7 h du matin, pendant l'hiver, il fait encore noir. On a envie de dormir. Oui, on a envie de dormir. Il faut couper son sommeil. Du coup, il faut arriver à l'heure. La tendance, c'est de se justifier. Non, vraiment, je ne me sens pas bien. Et puis, on arrive en retard. Et puis, les problèmes commencent au milieu du travail. Effectivement, c'est ça. Donc, il fallait s'habituer, il fallait s'adapter à ça. Je me suis adapté, mais j'avoue que c'était un gros défi parce que c'était pas facile. Pas du tout. Il m'est arrivé à quelques reprises d'arriver en retard et de donner des justifications, mais c'était beaucoup plus question de se discipliner au fond de soi-même. En réalité. Oui, en réalité, la discipline. Et puis, mais c'est des choses qui m'ont quand même beaucoup aidé. Là, on est rendu en fin 2013. Oui, on dira fin 2013. Et tu es retourné, je pense que tu es allé étudier encore. Si je me trompe pas, j'ai fini en fin 2014. Fin 2014. Ouais. Ok, mais il y a un moment où tu es allé étudier, tu as fait de l'aéronautique, c'était l'aéronautique? Au moment où j'ai obtenu mes papiers, oui, je suis allé m'orienter parce que je voulais, ça faisait partie de mes rêves, de travailler dans un milieu aéronautique. Bon, là, je me moque de toi. À l'école, en tout cas, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire, des choses qu'on a eu à partager. Mais oui, c'était à l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert. Et puis c'était dur, hein? Ouais, c'était pas facile. Donc là, j'ai enduré quand même. Mais par après, j'ai eu à me réorienter. J'ai eu à changer de collège. C'était une expérience qui n'était pas facile. Parce qu'en ce moment-là, en fait, la raison, c'est que je ne voulais pas juste me limiter dans un environnement aéronautique où on traite des avions. Je voulais plus être polyvalent. Ça veut dire, parce que moi, très précisément, je faisais l'avionique, l'électricité dans les avions, les systèmes, les tableaux de bord à l'intérieur. Je voulais être électricien, mais qui passe partout. Donc, j'ai le travail dans plusieurs entreprises, non seulement dans l'aéronautique, et surtout qu'en ce moment-là, il y avait d'énormes coupures. On traversait la crise économique. Il y avait d'énormes coupures, surtout chez Bombardier, en milieu aéronautique. Ok, ça t'a un peu secoué, ça t'a menacé. Ça a essayé de secouer, on s'est dit, bon, on va tu voulais voir loin, tu dis, non, avec ces gens-là, il faut que je sois prudent. Il ne faut pas que je me lance vite comme ça, puis j'arrive là-bas, je n'ai pas d'emploi. On a essayé de prendre des précautions, bien que je pouvais toujours prendre la chance, mais je me suis réorienté. Tu as voulu rester réaliste. Oui, effectivement. Ça n'a pas été facile lorsque j'ai continué mes études. Au moins, tu as pris le temps de t'arrêter et puis de dire non, il faut que je me réoriente. Je pense que là, je ne suis pas dans la bonne direction. Effectivement. Donc, j'ai eu... Ça m'a coûté une session de réflexion, donc une session sabbatique. Il faut dire que pendant ce moment, je continuais de travailler. Parce qu'il faut... Tu combiner études et travail. Oui, c'est une des raisons même qui ont causé justement cet arrêt, comme vous le dites. Parce que j'arrivais plus à bien gérer mon temps. J'ai négligé plusieurs aspects, ce qui a fait en sorte que je me retrouve avec des résultats pas très intéressants. Pas très intéressants, ok. Et donc il a fallu que je prenne une pause quand même. Et au jour où on parle, depuis l'hiver 2015, lorsque j'ai arrêté de travailler, je me suis décidé de me lancer en emploi. En emploi aux études. De me lancer aux études, justement. Mais je me rappelle juste d'un scénario que j'aimerais aussi partager, c'est le retour aux études, travail versus retour aux études. Je me rappelle que je travaillais chez Belle Mobilité. Je me faisais de l'argent. Là, c'était pas un sous-traitant. Cette fois-là, on parle d'une compagnie mère, donc on gagnait beaucoup plus. Et je n'avais pas encore obtenu mes papiers. Au moment où j'ai obtenu mes papiers, je me suis directement décidé d'emboîter à nouveau le banc de l'école. Par contre... Tu avais toujours cet objectif-là de poursuivre tes études. C'est un peu ça. C'est vraiment j'ai fonctionné avec ce principe-là tout le long. Mais ça n'a pas été facile. J'essaie de comparer un peu
avec d'autres collègues. J'ai vécu avec d'autres collègues qui ont retardé de plusieurs sessions, pour ne pas dire de plusieurs années, leur retour à l'école parce que simplement ils étaient en train de travailler. Et là, ils ont pris goût à l'argent. Ouais, on prend facilement goût à l'argent. C'est même un conseil que je donnerais aujourd'hui, un des conseils les plus importants. On est dans un pays où il faut travailler, oui, mais il faut faire attention pour ne pas s'égarer de ses objectifs. De ses objectifs, parce que le travail que nous faisons, le travail que tu faisais aussi, que tu fais encore, je dirais, c'est quelque chose qui reste un tremplin, quelque chose qui reste un travail qui te permet de te maintenir à vie, de subvenir à tes besoins, d'assurer le minimum, comme tu le dis, mais pas un travail qui t'assurera, qui te permettra justement de vivre quand tu vas avoir 40 ans, 50 ans. Donc les études que tu gardes comme ambition, ce sont ces études qui vont assurer ton avenir. Effectivement, ça va assurer la réalisation des rêves. De tes rêves, oui. On ne vit pas aujourd'hui selon nos rêves, on vit selon le minimum. On vit selon le minimum, c'est très bien dit. Et donc, il faut se donner les moyens pour parvenir à vivre selon ses rêves. Effectivement. C'est très touchant, c'est très justement enrichissant d'entendre ça. Et dans le gros, je dirais, dans l'ensemble, quel conseil tu vas donner pour conclure plus ou moins à tous ceux qui te suivent par rapport à ton parcours jusque-là? Tu es jeune, oui, c'est vrai, mais tu as un parcours qui est très illuminant. Quel conseil tu peux donner aux jeunes comme toi? Je dirais la première des choses, une des plus importantes, excusez-moi, c'est d'avoir des objectifs et d'avoir une vision. Parce que lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'a pas une image, on n'a pas un dessin de notre futur, on vit un peu en désordre, si vous me permettez l'expression. Donc, et à partir du moment où on a une vision, on a des objectifs, on vit en fonction de ça, on essaye d'ordonner son emploi de temps, on essaye d'ordonner sa vie en fonction de ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça découle, c'est en fait une suite logique. On a des objectifs, mais après, il faut se donner les moyens. Ça veut dire que pour atteindre les objectifs, ce n'est jamais facile en fait. On va trébucher à un moment donné en cours de route, on va rencontrer des gens qui nous mettront des bâtons dans les roues, mais il faut rester persévérant, il faut avoir de la patience, il faut surtout aussi accepter l'échec. Moi, dans mon cas, c'était pas forcément les difficultés que j'ai énumérées, c'était entre autres, je me rappelle que quand j'ai passé mon permis de conduire, le premier test, je l'ai échoué, ça m'a fait très mal, mais je l'ai accepté comme ça, mais je suis resté persévérant. Tu es allé... Je suis allé... Tu as refait l'examen. Oui, j'ai pratiqué... Tu as refait combien de fois? Juste une seule fois. Quand même. Mais maintenant... Mais ça pouvait arriver. Je pouvais refaire 2, 3, 4 fois. La leçon, c'est vraiment beaucoup plus la persévérance. La persévérance, c'est l'acceptation de l'échec aussi. L'acceptation de l'échec, l'esprit du sacrifice. Du sacrifice. Qui va avec... Surtout avec l'apprentissage d'une nouvelle langue, là. Oui. C'est pertinent, là, de se sacrifier vraiment. Et moi, j'ajouterais beaucoup plus pour la jeunesse, hein, de profiter quand on est jeune, justement, quand on veut apprendre. Parce qu'à un moment donné, comme nous autres, tu as des responsabilités et tu es lié par rapport à ces responsabilités-là. Tu ne peux plus aller de l'avant. Mais quand on est jeune, on est encore seul, on est célibataire, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille. Oui. On peut en profiter. C'est le moment, ouais. C'est le moment de... Mais tu parlais des bâtons dans les roues. Est-ce que tu en as eu des bâtons dans les roues? Je ne me rappelle peut-être pas des scénarios très concrets, mais vous savez... tu ne veux pas les dire? Non, je ne me rappelle pas, sincèrement, mais de façon générale, un vague souvenir, c'était au secondaire. J'ai eu affaire avec une madame qui m'enseignait le français. Elle était très, très, très dure envers moi. Je me demandais pourquoi. Je n'oserais pas dire que c'était une discrimination, mais c'était peut-être juste son comportement. Parce que je me rappelle que moi, sincèrement, pour partager un tout petit peu l'expérience au niveau de l'école, c'est que
je n'aimais pas faire beaucoup de lecture parce que quand il fallait par exemple me donner un roman de 200-300 pages, c'était mon point faible. Et elle, on dirait qu'elle a, je sais pas par quelle magie, elle a réussi à deviner cela. Et j'ai été confronté à ça et elle me mettait toujours la pression. Elle me disait que ben, si tu ne fais pas l'effort de t'améliorer, eh ben, tu passeras pas ce cours. Or, on sait que le cours de français 5, c'est un cours obligatoire pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Ouais. Ben, moi, je lui ai dit... Il fallait... Pourquoi tu ne l'as pas dit que tu étais un garçon et que les garçons ne sont pas très attirés par des romans? Oh. C'est beaucoup plus féminin. Non, en tout cas... Généralement, les garçons aiment les mathématiques, oui, ils aiment la physique, la chimie. J'avoue que oui, par expérience, je connais beaucoup d'amis filles qui... Mais lui, elle aussi, c'était une femme, donc ouais, elle aurait été plus mais là, penchée vers le roman. Bon, je dirais que c'était plus ou moins un bâton dans le roue, mais j'ai su quand même le surmonter parce que dans mon programme, il n'y a pas que le volet lecture, roman, il y a le volet grammaire, orthographe, ça c'était mon point tu maîtrises. Et je lui ai dit ouvertement que madame, je n'échouerai jamais votre cours, je passerai ce cours ici, d'ici la fin de l'année. C'est toi qui lui as maintenant lancé un défi. Je lui ai lancé ce défi-là. Oui. Et je me suis battu, j'ai profité de pondérer, d'augmenter la pondération, enfin, de faire beaucoup plus de points. Tu ne lui as pas donné le plaisir de lire des romans? J'ai eu à le faire, mais ça n'a pas été si favorable que ça, sincèrement. Est-ce que tu as connu des personnes, des adultes qui t'ont orienté durant ton parcours, ton cursus ici? J'ai connu quelques personnes, donc soit en milieu de travail, des personnes que j'ai connues à travers des amis, des connaissances, l'ami de l'ami d'un tel, qui ont des personnes de qui j'ai quand même bénéficié des très bons conseils. Et ça, j'en suis très reconnaissant, parce que par moments, on se sent un peu découragé, mais bon, à force d'entendre des bonnes choses, des bons conseils, ça essaie de nous motiver davantage. Cette expérience-là, je l'ai vécue quand même. Présentement, tu es aux études. Oui, je suis aux études. Supérieur, tu fais un bac en gestion des opérations. En gestion des opérations. Et bientôt, tu vas finir, tu vas devenir chef. Ah oui. Ouais, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et donc, tu as aussi des ambitions de fonder une famille. Bien évidemment. Oui. Et tu envisages aussi que tu vas avoir, des enfants. Et tu planifies déjà ces choses-là aujourd'hui? Ou bien tu dis, bon, ça va venir plus tard, que je me fasse d'abord de l'argent, puis le reste, on verra. C'est sûr que l'âge avance. Et c'est des choses tu as l'air très jeune, hein, je n'ose pas te demander l'âge. Mais c'est des choses que de plus en plus on réfléchit, on essaie de se donner minimalement une caricature, sans forcément entrer dans les détails. Mais le plus important, c'est des priorités. Je me donne comme priorité de finir mes études et par après de commencer à plus ou moins sérieusement, si je peux dire, de commencer à penser à ces aspects. Parce qu'une fois qu'on finit ses études, bon, on pense au marché d'emploi et puis la roue commence à tourner sérieusement. Est-ce que tu vas attendre que tu deviennes cadre avant de te préparer ou bien c'est le moment? Parce qu'il y a des filles qui vont te suivre seulement après quand tu vas être cadre. Non, pas forcément. Il faut apprendre à prendre ses responsabilités, excusez-moi pour la tautologie, dès le bas âge ou plus tôt, justement, pour que ça ne soit pas trop tard, par exemple. C'est un aspect auquel je pense quand même aussi. Je me dis le plus tôt serait le mieux. Okay. Et c'est l'aspect très important dans ça aussi, c'est que c'est intéressant de cheminer de fonder une famille pendant que tu es encore dans ce contexte-là, pendant que tu es encore en train de te chercher. Tu vis avec ta partenaire, de sorte qu'au moment où tu vas avoir des millions, par exemple... Parce que ça va venir, hein? Ben oui, ça vient. Lorsque le moment viendra, ça sera la joie. Au moins, tu seras sûr que... la personne n'est pas là seulement pour... Effectivement, elle n'est pas là pour les intérêts. Les intérêts. Effectivement. Nous tendons vers la fin. Le mot de la fin? En tout cas, je vous remercie tout d'abord de m'avoir accordé l'occasion, je dirais l'honneur de me présenter, de partager mon expérience devant tous les jeunes qui auront l'occasion de suivre. Et comme je l'ai dit,
je conseillerais à nos jeunes d'aujourd'hui d'avoir des objectifs concrets dans la vie et d'aussi se donner les moyens pour les atteindre, mais aussi beaucoup plus d'accepter de vivre certaines situations dans la vie, parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas forcément des choses auxquelles nous nous attendons, mais d'accepter. Ça veut dire, selon le cas, reculer pour mieux sauter. Et en gros, c'est le conseil que je donnerais. Et surtout se faire des priorités dans la vie pour les jeunes de nos jours. Voilà. Merci à toi, Joseph. L'honneur est plutôt nôtre de profiter justement d'entrer, de pénétrer ton intimité pour découvrir des choses qui nous aident, qui aident tout le monde, hein, pas seulement les jeunes, qui nous aident aussi adultes à pouvoir, comment dire, nous ajuster, nous conforter dans nos positions, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons toujours viser plus haut, viser plus loin. Parce que personne n'est jamais arrivé. Personne ne peut se dire que je suis arrivé. Tout le monde est sur le chemin de la perfection. C'est tout le monde qui chemine, que ce soit un adulte, que ce soit nos personnes âgées, comme on les appelle, que ce soit les enfants. Tout le monde est sur le chemin de la perfection. Et c'est pour cette raison que nous te disons merci. Merci pour ton temps, merci pour cette ouverture. Nous disons aussi un merci particulier aux concepteurs et aux réalisateurs justement de cette émission. Diversité plus, rubrique Histoire d'intégration. Alors le merci, nous l'adressons à Yves Kabemba, le héros dans l'ombre. La prochaine fois, nous allons nous entretenir avec un autre jeune Canadien d'origine centrafricaine qui va lui aussi nous s'ouvrir à nous pour nous partager cette fois-ci une histoire de vie. Suivez-nous sur www.diversité+. Vous avez une histoire à partager, vous avez une expérience en entrepreneuriat, vous avez quelque chose à nous partager. N'hésitez pas parce que cette plateforme vous est offerte à vous. Alors c'est une plateforme pour tout le monde. J'insiste bien, pour tout le monde. À un certain moment, au lieu de rester téléspectateur, vous allez passer de l'autre côté pour devenir acteur. Nous vous attendons donc et nous attendons vos commentaires, nous attendons vos suggestions au www.diversitéplus.com. Merci.